Jacques Attali. Un nom que vous connaissez sans doute tous très bien et qui rime pour beaucoup avec le mot pouvoir et influence. Jacques Attali, c'est la personne que l'on décrit souvent comme étant un faiseur de roi, un conseiller très spécial ou encore un homme qui murmure à l'oreille des puissants. Toujours dans l'ombre du pouvoir, Jacques Attali est aujourd'hui un personnage extrêmement controversé. Au cours des 50 dernières années, il aura toujours été là, à conseiller les différents présidents sur les décisions à prendre. De François Mitterrand à Emmanuel Macron en passant par Nicolas Sarkozy, François Hollande et autres Édouard Philippe, tous ont travaillé de loin ou de près avec Jacques Attali. Si bien qu'aujourd'hui, beaucoup décrivent Jacques Attali comme étant un président non élu, tirant les ficelles dans l'ombre du pouvoir. Mais qu'en est-il réellement? Qui est vraiment Jacques Attali? Comment ce petit garçon né à Alger est-il devenu aussi puissant? Quel est son impact sur la vie politique française aujourd'hui? Et surtout, Jacques Attali est-il, comme beaucoup le pensent, l'homme le plus influent de l'Hexagone? C'est ce que l'on va voir ensemble, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre qui est réellement Jacques Attali et quelle est l'étendue de son pouvoir. C'est le 1er novembre 1943 à Alger que Jacques Attali voit le jour. Ou plutôt que lui et Bernard Attali voient le jour, car oui, pour ceux qui ne le savent pas, Jacques Attali a un jumeau. Jacques a une enfance plutôt agréable. Son père, Simon Attali, possède une entreprise dans le domaine de la parfumerie, et les affaires marchent plutôt bien. D'ailleurs, c'est ce dernier qui va inculquer à Jacques et son frère l'envie de l'excellence et de toujours être numéro 1. Jacques est doué à l'école. Très doué. En fait, il est littéralement premier partout et ne supporte pas de pas connaître quelque chose. Il passe tout son temps libre à lire et à étudier et ses seules distractions sont les parties d'échecs qu'il faisait avec son frère. Cependant, la vie de Jacques va basculer en 1954, alors qu'il n'a que 11 ans. La guerre entre la France et l'Algérie débute, forçant Jacques et sa famille à partir s'installer à Paris dès 1956. Ce départ va être un véritable traumatisme pour la famille, et cet exil forcé va clairement être un événement marquant dans la vie de Jacques. À Paris, les Attali s'installent dans le très chic 16e arrondissement, et Jacques suit alors sa scolarité juste à côté de chez lui, au lycée Janson de Sailly. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est à Janson qu'Attali rencontrera entre autres Jean-Louis Bianco, Laurent Fabius ou encore Charles de Croisset, des individus qui aujourd'hui sont parmi les plus puissants et influents de France. Après son bac qu'il obtient avec la mention bien, Attali décide d'entrer en classe préparatoire et de participer au concours pour rentrer dans la prestigieuse école polytechnique. Finissant 43e, il entre alors officiellement à l'X en 1963, dont il sortira major de promo 2 ans plus tard, en 1965. C'est d'ailleurs lors de ses études à Polytechnique qu'Attali va rencontrer pour la première fois celui qui deviendra son patron et son mentor, François Mitterrand. Une fois diplômé de Polytechnique, Attali va alors enchaîner les diplômes tous plus brillants les uns que les autres. Sciences Po en 1967, l'ENA en 1970, Dauphine en 1972, bref, Jacques Attali est quelqu'un que l'on peut qualifier d'extrêmement brillant sur le plan intellectuel. Au milieu de tout ça, il effectue également un stage en 1968 dans la Nièvre, où il commencera à réellement se rapprocher de François Mitterrand. Et c'est lors de ce stage que Jacques Attali comprendra que son destin sera, quoi qu'il arrive, lié à celui de l'homme politique. C'est également durant ces années-là que Jacques Attali découvre les écrits de celui qu'il dépeint aujourd'hui comme étant son seul et unique maître, l'historien Fernand Braudel. Et ça peut vous paraître anecdotique, mais les écrits et la vision de Fernand Braudel vont fortement influencer Jacques Attali sur sa manière de voir le monde. C'est notamment les travaux de Braudel sur l'économie monde qui vont inspirer à Attali sa vision très mondialiste de l'économie, et la nécessité selon lui d'avoir un système de gouvernance mondiale. À côté de cela, Jacques Attali est également maître conférencier à Polytechnique et auditeur au Conseil d'État dès 1970. Il n'a même pas 30 ans et il a déjà un pied et 4 orteils dans le monde politique. Il publie également ses premiers ouvrages avec la sortie de Modèle politique en 1972, qui connaît cependant un succès relatif. Mais c'est en 1973 que Jacques Attali rentre dans la cour des grands. Il adhère officiellement au Parti socialiste et commence à travailler avec celui qu'il a connu 8 ans plus tôt, François Mitterrand. À peine adhérent au Parti socialiste, Attali se met au travail. Il devient peu à peu l'homme à tout faire de François Mitterrand et en 1974, un événement va lui permettre de faire ses preuves. Le président de l'époque, Georges Pompidou, décède subitement et des élections sont alors organisées en toute hâte. Deux candidats se démarquent alors clairement. Valéry Giscard d'Estaing d'un côté et François Mitterrand de l'autre. Et devinez qui va diriger l'équipe de campagne de ce dernier? Jacques Attali bien entendu. Enfin, pas vraiment. C'est bien Jacques Attali qui va diriger l'équipe de campagne de François Mitterrand, mais il va utiliser pour cela un pseudonyme, celui de Simone Terre. Attali s'active. Il sait que François Mitterrand a ses chances, et il veut tout faire pour l'aider à gagner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jacques Attali voue une admiration sans limite à François Mitterrand, et que selon lui, c'est la seule personne capable de diriger la France correctement. Attali va donc faire tout son possible pour que François Mitterrand gagne cette élection. Il s'occupe notamment du rapprochement entre Michel Rocard et Mitterrand, et s'assure du soutien du chancelier ouest-allemand de l'époque, Willy Brandt. Du fait de son caractère inattendu, la campagne présidentielle est quelque peu chaotique, et surtout extrêmement courte. Un mois à peine après la mort de Georges Pompidou, le premier tour de l'élection présidentielle a lieu. Et la surprise, François Mitterrand arrive largement en tête, avec plus de 43% des voix dès le premier tour,
devançant Valéry Giscard d'Estaing de 11 points. Hélas pour Mitterrand et Attali, le second tour de l'élection verra Giscard d'Estaing l'emporter, dépassant son rival d'à peine plus de 400 000 voix. C'est d'ailleurs encore aujourd'hui le second tour le plus serré de l'histoire de la Ve République. Mais malgré cette défaite rageante, Jacques Attali reste positif. Il le sait, la prochaine fois ça sera la bonne, et dès lors il commence déjà à placer ses pions en vue de la prochaine élection qui aura lieu 7 ans plus tard en 1980. Attali est jeune, enthousiaste et passe alors les années suivantes à consolider son influence au sein du Parti socialiste, et notamment auprès de François Mitterrand. Il devient notamment directeur de cabinet de Mitterrand dans l'opposition et en profite pour travailler sur plusieurs projets au sein de son parti politique, notamment la rédaction de la fameuse commission Projet Socialiste en 1978. C'est également à cette époque qu'Attali commence à placer ses pions au sein du PS. Il y a bien entendu Laurent Fabius, qu'il a connu à Janson et qui est devenu l'un de ses très bons amis. Mais il y a surtout ses deux petits protégés, François Hollande et Ségolène Royal, dont on aura l'occasion de reparler un peu plus en détail dans la suite de cette vidéo. À côté de ça, Jacques Attali s'implique également dans différents secteurs, notamment l'humanitaire. Il crée en 1979 avec d'autres intellectuels une organisation à but non gouvernemental nommée Action contre la faim, et dont l'objectif est d'éliminer la famine dans le monde. Encore aujourd'hui d'ailleurs, Action contre la faim continue d'exercer son activité dans de nombreux pays et permet chaque année de nourrir des dizaines de millions de personnes. En plus de ses activités politiques et humanitaires, Attali continue d'écrire, de beaucoup écrire, notamment des essais sur l'économie avec des écrits comme La Nouvelle Économie Française ou L'Anti-économique. Dans ses ouvrages, inspirés de la pensée de Fernand Braudel, Attali critique vivement le capitalisme de l'époque, notamment en termes d'impact social et environnemental. Selon lui, l'économie est trop axée sur le capital et ne prend pas assez en compte les besoins humains, sociaux et environnementaux. Attali le sait, pour changer l'économie et l'adapter à sa vision, il faut absolument que François Mitterrand prenne le pouvoir. Ça tombe bien car on arrive doucement mais sûrement en 1981, année d'élection présidentielle, et Attali va enfin pouvoir accéder à l'endroit qui le fait tant rêver depuis de nombreuses années, l'Élysée. 10 mai 1981. Après 23 ans de règne de la droite, ça y est, le Parti socialiste arrive enfin au pouvoir. Tout le monde sent alors que quelque chose va changer en France. Que ce soit les personnes de droite, qui voient d'un très mauvais œil l'arrivée au pouvoir des socialistes, ou que ce soit les socialistes eux-mêmes qui se disent qu'avec cette victoire, la France va enfin aller dans leur sens. Bref, cette élection de 1981, c'est un véritable bouleversement. Et ce bouleversement, vous savez très bien qui en a profité. Jacques Attali. Car après plusieurs années de bons et loyaux services aux côtés de François Mitterrand, Attali va enfin être récompensé de son travail acharné. Il devient en effet conseiller spécial de François Mitterrand, un poste qu'il occupera pendant une décennie entière jusqu'en 1991. Mais concrètement, ça consiste en quoi, être conseiller spécial du président? Eh bien tout simplement, cela veut dire que Jacques Attali va devenir le bras droit du président. Il sera celui qui le conseille au quotidien, l'accompagnera partout et sera toujours à ses côtés lors de grands événements. Il sera également nommé Sherpa, un poste très important car cela veut dire que ce sera lui qui représentera François Mitterrand lors des sommets européens et du G7. C'est aussi pendant cette période que le grand public va commencer à s'intéresser sur ce jeune homme brillant, surdiplômé et qui en quelques années à peine avait réussi à devenir l'un des hommes les plus importants du pays. Attali commence donc peu à peu à faire le tour des plateaux télé et son nombre d'admirateurs grossit au même rythme que son nombre de détracteurs. Car oui, c'est réellement à partir de l'élection de 1980 qu'Attali va commencer à être vu par pas mal de gens comme l'homme qui tire les ficelles dans l'ombre. En même temps, il faut dire qu'Attali est ambitieux, se montre beaucoup, a des propos chocs et cela fait donc de lui une cible facile pour ses opposants. Ses propos controversés, notamment la nécessité d'instaurer un gouvernement mondial, lui valent d'ailleurs beaucoup de critiques de la part de ses adversaires. Son envie d'ouvrir la gauche à l'économie et son train de vie jugé parfois très luxueux lui valent également beaucoup d'attaques, et Attali devient la représentation de ce que beaucoup appellent la gauche caviar. Comprenez, avoir le cœur à gauche mais le portefeuille à droite. De plus, bien qu'extrêmement brillant, beaucoup de personnes vont reprocher à Jacques Attali sa méconnaissance quasi totale du terrain. En effet, Attali c'est plutôt quelqu'un qui privilégie la réflexion à l'action, et forcément pour énormément de gens, ça passe pas. Mais malgré cette masse grandissante de détracteurs, Jacques Attali va continuer son ascension en politique. Pendant 10 ans, il sera donc conseiller spécial de François Mitterrand ainsi que Sherpa de la République. Il voyage, rencontre beaucoup de gens et tisse des liens avec une bonne partie de l'échiquier politique français et international. Il devient notamment ami avec Henry Kissinger, l'un des hommes les plus influents des États-Unis, avec qui il partage la passion des relations diplomatiques internationales. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur Henry Kissinger et l'influence démentielle qu'il a eue aux États-Unis pendant près de 70 ans, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Jacques Attali rencontre également énormément de chefs d'État, notamment Mikhaïl Gorbatchev, ancien dirigeant de l'URSS avec qui il va beaucoup travailler. Pour ce qui est de la politique française, Jacques Attali va se rendre incontournable, et à gauche comme à droite, tout le monde se précipite pour avoir la chance de le rencontrer. Une anecdote assez amusante est sûrement celle concernant un certain Nicolas Sarkozy. À l'époque, ce dernier est seulement avocat, n'est même pas encore maire de Neuilly, mais a déjà des ambitions démentielles. Voyant bien que Jacques Attali était la personne à connaître, Nicolas Sarkozy va le contacter en lui envoyant le message suivant. Jeune avocat gaulliste a beaucoup d'admiration pour vous, souhaite devenir président de la République, demande à vous rencontrer. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de reparler de la relation entre Sarkozy et Attali un peu plus tard dans la vidéo. Pro-européen,
européen, Jacques Attali fera aussi parler de lui en 1984 quand il sera nommé co-instigateur de l'initiative Eureka. Ce programme visait à renforcer la compétitivité de l'industrie européenne en finançant des projets jeunes et innovants. D'ailleurs, le programme Eureka existe toujours aujourd'hui et continue de financer énormément de projets chaque année. Naturellement, en 1988, quand François Mitterrand est réélu, Jacques Attali conserve son poste et continue à conseiller le président de la République jusqu'en 1991, date à laquelle Attali décide de quitter le gouvernement pour se consacrer à un tout nouveau projet, la direction de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement, souvent appelée BERD, est un projet européen lancé à la suite d'une idée de François Mitterrand. Le but de cette banque, c'était de donner des aides financières à certains pays en voie de développement, notamment des pays d'Europe centrale et de l'Est. Le 15 avril 1991, la BERD est donc inaugurée et à la tête de ce nouveau grand projet, François Mitterrand décide de placer son homme de confiance, Jacques Attali. Ce dernier devient donc président de la BERD et se met alors au travail. Mais à peine quelques mois après le lancement de la BERD, des voix vont commencer à s'élever pour critiquer Jacques Attali. Non pas contre le travail qu'il faisait, mais plutôt pour ses dépenses jugées extravagantes. En effet, certaines personnes ont reproché à Attali d'utiliser l'argent de la BERD afin de financer son train de vie personnel. Une enquête du Wall Street Journal en 1993 va confirmer ces soupçons. Dépenses personnelles, utilisation d'avions à usage privé, recouvrement en marbre du siège de la BERD, la liste est extrêmement longue. Autant de critiques qui vont s'abattre d'un seul coup sur Jacques Attali qui se retrouva alors dans l'œil du cyclone. Et vu qu'Attali est un personnage polarisant possédant de nombreux adversaires, cela n'a rien arrangé à la situation. Jacques Attali va essayer tant bien que mal de sortir de ce bourbier, mais cette fois-ci, pas d'échappatoire. Il est contraint de démissionner de son poste le 26 juin 1993. Attali accusera dans Le Point ses détracteurs d'avoir comploté contre lui et expliquera qu'on lui a mis des bâtons dans les roues pour l'empêcher de faire avancer l'Europe. Mais qu'importe toutes ces explications, le résultat restera le même. Jacques Attali est écarté de la direction de la BERD. Après cet échec, Jacques Attali va décider de ne pas retourner auprès de François Mitterrand, contrairement à ce que beaucoup imaginaient à l'époque. D'une part car on est en période de cohabitation, c'est-à-dire que le président ne dispose pas d'une majorité parlementaire, et d'autre part car Attali avait juste envie de changer d'air. En effet, après des décennies en politique, Jacques Attali décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il crée en 1994 Attali et Associés, un cabinet de conseil international spécialisé dans les fusions, acquisitions et les conseils stratégiques. Il crée également en 1998 Positive Planet, une organisation non gouvernementale visant à aider les entrepreneurs en situation de précarité. Cette ONG a notamment été financée à son lancement par des grands noms de la finance comme Jean-Claude Trichet, Benjamin de Rothschild ou encore Michel David Veil. En parallèle de ses nouvelles activités entrepreneuriales, Jacques Attali va quand même continuer à s'investir dans le monde politique. Mais cette fois-ci fini l'Europe et direction l'Afrique. Attali va devenir le conseiller spécial d'un certain Sassou Nguesso, le dirigeant de la République populaire du Congo. Et oui, on ne perd pas les bonnes habitudes. Jacques Attali ne traite qu'avec les hommes les plus influents. Mais à l'époque, ce qui va surtout choquer, c'est la rémunération que percevait Attali. L'équivalent de 61 000 € par mois, alors que le PIB par habitant du Congo ne dépassait pas les 70 $ mensuels à cette époque. Une autre chose qui va fortement déranger l'opinion publique, c'est que Sassou Nguesso, à ce moment-là de l'histoire, est très critiqué pour mener des campagnes de répression violentes sur des civils, qui feront des milliers de morts. Forcément, c'était pas la meilleure publicité pour Jacques Attali, qui lui défend corps et âme la démocratie et la liberté d'expression. Mais surtout, c'est pas la seule affaire dans laquelle Jacques Attali va être impliqué à cette époque. En effet, au début des années 2000 en France éclate un véritable scandale géopolitique, l'affaire des ventes d'armes en Angola. Cette affaire est extrêmement complexe. Il faudrait que je vous fasse une vidéo entière dessus tellement il y a de choses à dire. Mais en quelques mots, l'affaire des ventes d'armes en Angola, c'est un scandale impliquant certains hommes politiques de l'époque qui étaient accusés d'avoir vendu des armes soviétiques à l'Angola sans en avoir informé l'État français. Parmi les personnes impliquées, on retrouve des noms connus comme Charles Falcon, Jean-Christophe Mitterrand, et bien entendu Jacques Attali. Ce dernier sera donc mis en examen le 8 mars 2001 pour recel d'abus de biens sociaux et trafic d'influence. Et même si finalement Attali sera relaxé en 2009, cette nouvelle ombre au tableau n'a pas manqué de ternir son image auprès du grand public. Mais après tout, Jacques Attali n'est pas là pour impressionner le commun des mortels, mais bien les puissants de ce monde. Lui, il s'en fiche que la plupart des gens le détestent, ce qui compte c'est seulement qu'il soit apprécié des bonnes personnes. Et ça tombe bien car on arrive en 2007, année d'élection présidentielle en France. Face à face de candidats. D'un côté Ségolène Royal, ancienne protégée de Jacques Attali qu'il avait repérée alors qu'elle était simplement conseillère de tribunal administratif. De l'autre côté Nicolas Sarkozy qui voue une admiration sans limite à Jacques Attali et qui est devenu l'un de ses amis les plus proches. Traduction, quel que soit le résultat de la campagne présidentielle, Jacques Attali gagne dans tous les cas. En 2007, après 12 ans de règne de Jacques Chirac, c'est Nicolas Sarkozy qui est élu. Ce dernier a un objectif précis en tête, refaire de la France une grande puissance économique et politique. Et pour cela, il le sait, il doit s'entourer des bonnes personnes. C'est pour cela qu'à peine 2 mois après son élection en juillet 2007, Nicolas Sarkozy mande Jacques Attali d'une mission. Rédiger un rapport fournissant des recommandations et des propositions afin de relancer la croissance économique de la France. C'est le début de ce qu'on appelle la commission Attali. Jacques Attali se met au travail et dévoile quelques mois plus tard, au début de l'année 2008, des propositions pour relancer la croissance française. On y trouve des idées qui ont
ont fait grandement polémique à l'époque, comme le fait de réduire la part des dépenses publiques dans le PIB, supprimer les départements ou encore créer une TVA sociale. Mais ce qui est le plus intéressant avec cette commission, c'est pas tant son contenu, mais plutôt l'identité de son rapporteur général adjoint, un certain Emmanuel Macron. En effet, c'est à partir de ce moment-là que Jacques Attali va réellement commencer à s'intéresser à celui qui à l'époque n'est encore qu'un simple inspecteur des finances. Voyant sans doute du potentiel en lui, c'est d'ailleurs Attali qui en 2008 conseillera à son ami François Henrot de recruter Emmanuel Macron dans la banque d'affaires Rothschild. 2 ans plus tard en 2010, Nicolas Sarkozy refera appel à Jacques Attali pour que ce dernier rédige une nouvelle commission sur la réduction du déficit public, mais cette fois-ci pas d'Emmanuel Macron en vue. C'est également à cette période, après avoir rédigé cette seconde commission, qu'Attali va commencer à prendre ses distances avec Nicolas Sarkozy pour préparer le terrain en vue de la future élection présidentielle de 2012. Et à ce moment-là, un homme est pressenti pour représenter le Parti Socialiste, Dominique Strauss-Kahn. Jacques Attali commence alors une lente opération séduction auprès de l'ancien président du FMI, expliquant même en janvier 2011 que DSK était le meilleur héritier de François Mitterrand. Sauf que quelques mois plus tard, l'affaire du Sofitel éclate, DSK est mise en examen et ses chances de devenir président s'évanouissent instantanément. Qui allait bien pouvoir reprendre le flambeau chez les socialistes? Eh bien, nul autre que François Hollande, ancien protégé de Jacques Attali. Ce dernier étant notamment celui qui avait réellement permis à François Hollande de démarrer sa vie politique. Comme quoi parfois, le hasard fait bien les choses. Attali va donc apporter son soutien à la candidature de François Hollande et quelques mois plus tard, en mai 2012, ce dernier est élu président de la République, face à nul autre que Nicolas Sarkozy. Et à peine élu, François Hollande va faire appel à son ancien mentor afin que ce dernier lui remette un rapport sur l'économie positive et responsable. Indispensable Attali. Mais vous commencez à le connaître, Jacques Attali regarde toujours vers l'avant, jamais vers l'arrière. À peine François Hollande élu, il voit bien que le costume de président est trop grand pour lui. Et il se met alors en tête de dénicher son successeur pour 2017. Et c'est là que Jacques Attali se souvient de son petit protégé qu'il avait aidé quelques années plus tôt lors de la rédaction de la commission Attali. Son nom, Emmanuel Macron bien entendu. Dès que François Hollande arrive au pouvoir, un groupe de plusieurs patrons dont Gérard Mestralet, Jean-Pierre Clamadieu ou encore Bernard Attali dépose donc une requête officielle pour que Emmanuel Macron soit nommé au poste de secrétaire général adjoint de l'Élysée. François Hollande s'exécute, et voilà comment Emmanuel Macron est rentré en politique. Bon, en réalité, ce n'était pas la première fois que François Hollande entendait parler d'Emmanuel Macron. En effet, en 2010, les deux hommes s'étaient rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun, un certain Jacques Attali bien évidemment. Décidément, il est vraiment partout. 2 ans après, en 2014, Emmanuel Macron devient même ministre de l'économie, et quelques mois plus tard, en 2015, il présente un projet de loi nommé « Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ». Et la particularité de ce projet, c'est que c'était une loi qui reprenait les grands principes de la commission Attali de 2008. Avec la promulgation de cette loi, Jacques Attali est conforté dans son choix de miser sur le jeune ministre. Sorte de créature hybride entre la droite et la gauche, mondialiste, pro-système et surtout à l'écoute d'Attali, Emmanuel Macron est devenu le candidat parfait pour la campagne présidentielle de 2017. En attendant cette date, Jacques Attali en profite pour continuer à jouer à son sport favori, murmurer à l'oreille des puissants. Il dîne souvent en tête avec François Hollande à l'Élysée et est chargé de rédiger une nouvelle commission sur la francophonie. Mais bon, le temps avance et nous voilà désormais en 2017, année d'élection présidentielle. À la surprise générale, François Hollande ne se représente pas et c'est Emmanuel Macron qui est le grand favori de cette élection. Il deviendra d'ailleurs bel et bien président en mai 2017 et si vous doutez encore de l'influence qu'a eu Jacques Attali sur sa percée en politique, écoutez ces propos qu'a prononcé Attali le jour de l'élection de Macron. Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai repéré. C'est même moi qui l'ai inventé, totalement. À partir du moment où je l'ai mis rapporteur, où il y avait tout Paris et le monde entier, et où je ne l'ai pas éteint, il s'est fait connaître. C'est la réalité objective. Ajoutez cela au fait qu'en 2015, Jacques Attali expliquait que le prochain président serait un inconnu, et vous obtenez encore d'autres indices pour comprendre la réelle influence que possède Attali sur la politique française. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est sans doute le fait qu'à peine Emmanuel Macron élu, Jacques Attali a insisté pour qu'il nomme en tant que Premier ministre son nouveau petit protégé, Édouard Philippe. Oui, si ce dernier a été Premier ministre, c'est surtout car Jacques Attali a insisté auprès d'Emmanuel Macron pour qu'il soit nominé à ce poste. Et au vu de tout ce qu'a fait Jacques Attali pour Macron, ce dernier ne pouvait pas lui refuser. D'ailleurs, c'est d'autant plus drôle de savoir qu'en 2017, Édouard Philippe ne soutenait même pas Emmanuel Macron, mais François Fillon. Mais que voulez-vous? Quand Jacques Attali demande à Macron de nommer Édouard Philippe au poste de Premier ministre, alors Emmanuel Macron nomme Édouard Philippe au poste de Premier ministre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais vraiment envie de faire une vidéo sur Jacques Attali, car je trouve que c'est un personnage que l'on connaît que très peu. Même si on le voit partout, on n'arrive pas à très bien comprendre qui est réellement cet homme et quel est son véritable but. Personnellement, j'avais une opinion plutôt négative sur cet homme, mais je me suis vite rendu compte qu'en réalité, je connaissais que très peu de choses sur sa vie. Que ce soit son travail au Congo, la création d'Action contre la faim ou encore son influence sur la vie politique actuelle, tout cela révèle une complexité et une profondeur que j'avais pas envisagée auparavant. On peut le détester ou l'adorer, mais force est de constater que Jacques Attali fait partie de ces hommes qui ont marqué son époque et qui ont façonné la France telle qu'on la connaît aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, de mettre un like si tel est le cas, ça aide beaucoup la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, et moi je vous dis à très bientôt pour réellement comprendre comment le monde marche.